Le président du CDP dans les centres d'enrôlement à Ouagadougou, le candidat à la présidentielle de novembre prochain, veut avoir un œil sur la bonne marche des opérations d'inscription sur les listes électorales. On vous en parle dans ce journal. La MUNISMA va rester un an de plus au Mali. Le Conseil de sécurité a autorisé la prorogation de son mandat. La mission se poursuit donc jusqu'en juin 2021 avec le même nombre d'effectifs et un budget en légère hausse, comme vous le verrez dans un instant dans ce journal. Le général d'armée Salou Dibo se voit à nouveau président du Niger en fin d'année 2020. Il a reçu l'investiture de son parti, le PJP, le Parti de la Paix, Justice, Progrès, une grande ambition qu'il nourrit pour le pays qu'il a présidé de février 2010 à avril 2011. Voilà pour les titres de LCA 20h. Bonsoir à tous. Pour commencer, direction le Mali où la situation socio-politique et sécuritaire préoccupe la communauté internationale. Hier, le Conseil de sécurité a décidé de proroger le mandat de la MUNISMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Elle restera donc jusqu'en juin 2021 en gardant les mêmes effectifs mais avec un budget qui va connaître une légère hausse. De nouveaux indicateurs de performance sont élaborés pour servir de guide à la section désarmement, démobilisation, réinsertion et de réintégration ainsi que pour la réforme constitutionnelle et la mise en place de la zone de développement du Nord. Le texte clarifie encore plus le soutien de la MUNISMA à la force conjointe du G5 Sahel pour plus d'efficacité des missions sur le terrain. Et parlant justement du G5 Sahel, les chefs d'État de l'organisation se retrouvent en Mauritanie pour un sommet G5 Sahel France. Le président du Faso, Roch Kaboré, a pris son vol ce soir même pour Nouakchott, où sont également attendus les présidents du Niger, du Mali et du Tchad. Le président Emmanuel Macron est également attendu à ce sommet qui va faire le point de la mise en œuvre de la feuille de route définie lors du sommet de Pau en France tenu le 13 janvier 2020. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sachez également que l'hémicycle burkinabé reprend du service. Ce lundi, il a procédé à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2020. Session au cours de laquelle 5 textes de loi seront passés en revue. Parmi les plus attendus, la loi portant sur le statut du cadre de la police nationale ou encore celle sur le code électoral. La séance a été présidée par Bala Alassane Sakandé, que l'on écoute ici au micro de Gilles Dasda et Achille Ouedraogo. Cet après-midi sera consacré à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2020. À l'ordre du jour de cette session extraordinaire sont inscrits les dossiers suivants. Le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023. Deuxième point, la présentation du rapport de la mission d'information sur l'état d'exécution de la loi numéro 055-2017 du 14 décembre 2017 portant loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 027-2018-AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la souscription du Burkina Faso à l'augmentation du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le projet de loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2020. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral. La clôture de cette session interviendra dans les principes le 13 juillet 2020 après épuisement, bien entendu, de son ordre du jour.
Donc, cela dit, je déclare ouverte la deuxième session extraordinaire de l'année 2020. Il faut noter également que le rapport de la mission d'information sur la pandémie du Covid-19 pourrait être ajouté à l'ordre du jour, mais si et seulement si la mission arrive à boucler les travaux dans les délais impartis à cette session extraordinaire. Et puis, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP emboîte le pas des autres leaders politiques pour encourager les Burkinabés à s'inscrire sur le fichier électoral. Ce matin, Edi Kamboyogo et sa délégation ont parcouru plusieurs centres d'enrôlement de la capitale burkinabé avec un seul message fort: s'inquérir du développement des opérations et encourager les agents sur le terrain. Une tournée qui s'est achevée sous des notes d'interpellation en cas de fraude électorale. Le compte rendu, c'est avec Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Edi Kamboyogo et sa délégation commencent cette tournée dans ce centre d'enrôlement, École Bogodogo Est, à seulement quelques pâtés de maison de son domicile. Dans une démarche sereine, il se dirige vers les opérateurs de kits. Avant de livrer le but de sa visite, le président du CDP pose d'abord l'acte de tout bon citoyen en cette période, selon lui, l'enrôlement. Puis débute proprement l'objet de cette tournée. Le président du CDP engage un échange avec l'opérateur de kits. Il s'agit de prendre les nouvelles des opérations. Y a-t-il de l'engouement? Les Burkinabés de ce secteur sortent-ils pour faire leur enrôlement? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Autant d'interrogations dont les réponses inquiètent le président à l'élection présidentielle. Je suis inquiet parce que nombre de Burkinabés sont déçus de la gestion actuelle du gouvernement. Ils se disent que l'attitude qu'il faut avoir, c'est de les boycotter. Les boycotter en ne s'enrôlant pas. Je crois que c'est une erreur. Il faut que chaque Burkinabé joue son rôle. Il a un droit de vote, il puisse l'exprimer. Lorsqu'on n'est pas content, on l'exprime dans les urnes. Faisant justement référence au cas de fraude intervenu dans certaines communes, Edi Kamboyogo dénonce de nouveau ses attitudes. Là-dessus, les consignes du CDP sont claires. Au CDP, que nous ne voulons pas de fraude. Nous avons parlé à l'ensemble de nos militants de ne pas transporter d'autres militants pour aller s'enrôler, pour les aider, les orienter à retrouver le bureau de vote, mais ne pas faire des transports massifs. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas pour la majorité actuelle qui a peur de perdre le pouvoir, mais il va perdre le pouvoir parce qu'il n'a rien foutu pendant 5 ans. Vous vivez cette misère. Et justement, selon le président du CDP, pour sortir de cette misère, il faut que les Burkinabés sortent massivement pour inscrire leur nom sur le fichier électoral, tout comme lui, pour décider du destin du Burkina Faso. S'ils veulent qu'il y ait un changement, il faut aller s'enrôler et voter. S'ils ne veulent plus vivre une telle misère, il faut qu'ils aillent voter et s'enrôler et puis voter. S'ils veulent revoir le Burkina, se relancer économiquement, il faut qu'ils aillent voter et s'enrôler. S'ils veulent retrouver la paix, il faut qu'ils donnent la légitimité à celui qui sera voté. Toujours au secteur 22, la tournée se poursuit à l'école franco-arabe Medersa. Ensuite, à l'école Azaël, à l'arrondissement 11, au secteur 48, un tour au secteur 30. Enfin, à l'arrondissement 12, précisément à Garguin, dans un non-loti pour prendre le pouls de l'enrôlement et toujours avec le même message clé, encourager les agents et s'enquérir du déroulement des opérations. Et dans les centres implantés dans les non-lotis, difficultés majeures, accès à l'électricité et documents expirés pour l'enrôlement de certains citoyens. Et dans ce périple, eux n'ont pas eu de difficultés, mais un coup de chance. Edi Kamboyogo, à son passage, a promis des vélos aux 10 premiers de cette classe de CM2.
À l'occasion de cette tournée dans les centres d'enrôlement, le président du CDP a été accosté par les habitants du quartier non loti de Garguin dont leurs maisons ont été démolies. Ces habitants ont posé le problème de déguerpissement qui est intervenu récemment et après les avoir entendus, le président du CDP estime qu'il y a eu injustice à l'endroit de ces déguerpis. Des actions seront donc entreprises dans ce sens pour mieux élucider cette action et pour apporter soutien et réconfort à ses habitants. Eddie Komboyogo a fait un don de 1 million de francs CFA. Au Niger, la liste des prétendants au fauteuil présidentiel ne cesse de s'allonger. Désormais, il faut compter le général Salou Dibo parmi les candidats. La candidature de l'ex-chef de la junte au pouvoir de février 2010 à avril 2011 vient d'être adoublée par le PJP, le parti Paix, Justice, Progrès. Le général 4 étoiles s'était retiré de la scène politique en 2011, mais tout porte à croire que cette retraite était une stratégie pour mieux préparer son retour au premier plan de la vie politique à Niamey. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 27 décembre prochain. En France, les marcheurs n'ont pas réussi à opérer un ancrage local. On a assisté plutôt à une vague verte qui s'empare des territoires. Si le Premier ministre Édouard Philippe a réussi à se faire élire au Havre, la candidate de la République En Marche a perdu la bataille de Paris. La socialiste Anne Hidalgo s'impose pour un nouveau à la mairie de la capitale. Les divisions du parti à Lyon, dans la troisième ville, n'ont pas permis aux candidats de LRAM de s'imposer. Ces divisions ont également favorisé l'arrivée du Front National à la mairie de Perpignan. 3 mois après un premier tour déjà bouleversé par la crise du coronavirus, le second round des municipales françaises a encore été marqué par une abstention record et un taux de participation en berne entre 40% et 41% selon les estimations, alors qu'en 2014, la participation était de 62,1%. Pendant ce temps, François Fillon a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison, dont 2 fermes, dans l'affaire d'emploi fictif qui avait fait dérailler sa campagne présidentielle en 2017. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable de détournement de fonds publics. Au Burkina Faso, des citoyens plaident pour le retour de Blaise Compaoré au Bercail. L'ancien président et les exilés politiques peuvent apporter leur expertise dans la lutte farouche que mène le pays contre le terrorisme. C'est du moins la vision du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré créé en 2015. Une vision que les membres du mouvement ont défendue ce matin même à Ouagadougou en présence de Ahmed Nanema et Bachir Sawadogo. Suivez leur compte rendu. On est ensemble avec ça. Depuis l'enfance. L'ex-chef d'État Blaise Compaoré réside en Côte d'Ivoire depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014. Face au terrorisme et à la recrudescence de l'insécurité au Burkina Faso, le mouvement pour le retour de Blaise Compaoré milite pour que le régime au pouvoir autorise Blaise Compaoré ainsi qu'à 35 exilés de rejoindre leur pays natal. C'est son expertise. Il a pris au moins 30 ans de sa vie à la recherche de la paix à travers le monde, où il a été félicité par les grandes puissances du monde. Il a réussi à des médiations où les grandes puissances ont même échoué. Donc à travers cette expérience, cette expertise du président Compaoré, et nous voyons que d'abord, il y a de l'expertise que nous avons comme compatriote, le président Compaoré, qui chante dehors. Donc c'est pourquoi nous plaidons à son retour et voici ce qu'il pourra apporter. De par son expérience, son expertise, je pense qu'avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils pourront ensemble conjuguer les efforts pour d'abord bouter le terrorisme hors de nos frontières et voir dans quelle mesure maintenant ils vont se mettre main dans la main avec nous tous pour pouvoir bâtir une nation prospère qui est le Burkina Faso. Parmi les exilés politiques, François Compaoré, dont le dossier d'extradition au Burkina Faso est qualifié d'acharnement politique par le mouvement. Le dossier d'extradition de François Compaoré est purement, c'est de l'acharnement politique parce que toutes les lois ont été violées. Et la Cour de cassation a rendu la décision favorable à l'extradition. Et nous avons dit dans la déclaration liminaire qu'une partie du PV
qui a été envoyé donc à la demande de la justice française par le juge d'instruction où il a fait dire des propos où en son temps l'enquête indépendante n'a pas, le témoin n'a pas parlé de ces trucs-là. D'abord, il y a falsification de PV comparativement à l'ancien et le nouveau. Et par ailleurs, si l'ex-conseiller François Compaoré n'est pas inculpé, il est témoin, bon, je pense que le dossier d'extradition n'a pas de sens. Pour le coordonnateur du mouvement, il faudrait avant que Blaise Compaoré ne vienne, que les cœurs soient apaisés afin d'aboutir à l'unité nationale. Quant au retour du président Compaoré, il faut d'abord chercher à réunir les Burkinabés, travailler à l'unité nationale et apaiser les cœurs afin que le président Blaise Compaoré, tous les exilés politiques puissent se décider, rentrer dans leur terre natale pour mettre main dans la pâte pour pouvoir édifier le Burkina. Parce que nous savons que le président Compaoré avec son régime ont géré le pays pendant 27 ans dans toute la stabilité totale et le développement économique et social. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'ont jamais connu ça sous le président Compaoré. Selon le coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré, il se prépare un haut conseil des exilés politiques afin de manifester leur retour au Burkina Faso pour contribuer à l'édification du pays. Le mouvement propose, pour sortir de la crise, un agenda politique articulé sur 3 points, notamment l'ouverture d'un dialogue national inclusif avec la signature d'un nouveau contrat social et l'engagement du processus de réconciliation nationale et du retour des exilés politiques. Parlons à présent de médecine vétérinaire et plus précisément des lois relatives à la médecine vétérinaire. Elles ne sont pas connues ou bien comprises et la Direction générale des services vétérinaires a convié les acteurs pour harmoniser la compréhension des textes régissant ce métier aux différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé animale. Gilles Dasda et Achille Ouedraogo pour le compte rendu. Troisième produit d'exportation du Burkina Faso, l'élevage contribue à 12% du produit intérieur brut, selon les statistiques de 2018. Ce secteur, important à plusieurs égards, est intimement lié au domaine de la santé animale, entendez par là les services vétérinaires. Si les tâches assignées à la médecine vétérinaire sont connues de tous, les textes réglementaires et lois relatifs à la législation vétérinaire ne sont pas suffisamment vulgarisés. Il y a lieu d'agir pour changer la situation et c'est tout l'enjeu de cette session de renforcement de capacité des acteurs intervenant à différents niveaux dans le domaine. D'un sujet très important, à savoir la diffusion des textes qui réglementent l'exercice de la médecine vétérinaire. Il s'agit donc de la loi portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire et ses textes d'application. Et ce matin, nous avons invité justement tous les acteurs impliqués pour essayer un peu de contribuer à leur faire connaître le contenu de ces textes-là. Parce que vous savez très bien qu'on parle souvent que nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui est important pour nous, c'est que ceux qui doivent mettre en œuvre ces lois puissent avoir des connaissances pour pouvoir les mettre en œuvre. Initiative de la Direction générale des services vétérinaires, la session a pour but de faciliter la compréhension des textes régissant la médecine vétérinaire, ce dans l'optique de mettre tous les intervenants au même niveau afin de faire face aux différents défis touchant le domaine de la santé animale. La session réunit, en plus des vétérinaires, les producteurs, les acteurs de ministères tels la justice, l'environnement ou encore les agents des forces de sécurité. Les images de l'accident donnent froid au dos. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi sur le boulevard de l'insurrection populaire à la hauteur de la grande mosquée de El Hadj Oumaro Kanazoué. C'est un choc frontal entre un véhicule et un poteau électrique. Les dégâts sont énormes. Toute la devanture du véhicule est brisée et désaxée, tandis que le poteau d'acier, lui, est terrassé par la violence du choc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le véhicule sorte de sa trajectoire pour finir sa course sur le terre-plein central? Le conducteur était-il en état d'ébriété? S'est-il endormi au volant ou a-t-il perdu le contrôle du véhicule suite à une panne mécanique ou moteur? En attendant que les enquêtes de police donnent des éclairages sur cet accident,
Une chose au moins est claire, le véhicule roulait manifestement à vive allure, plus que de raison au regard de la violence du choc. Vous qui nous suivez, sachez que vos vies nous sont utiles. Dépêchez-vous lentement pour arriver vite. Prenez donc soin de vous. À présent, nous feuilletons les pages de quelques quotidiens d'ici et d'ailleurs. Quelles sont les actualités que l'on peut lire en ce jour dans les journaux africains? On voit cela dans la revue de presse que nous propose Drissa Traoré. Nous passons en revue ce lundi 29 juin la brève interpellation du ministre de la Justice de la RDC, la République démocratique du Congo. Une situation inédite qui traduit la foi d'empoigne qui se déroule au sommet de l'État. Tambouille au sommet de l'État, titre l'Observateur parlera au Burkina, qui relève que le ministre de la Justice, par ailleurs vice-premier ministre, pour avoir transmis au Parlement des avis non validés par le gouvernement et le président de la République sur la nouvelle réforme de la justice, s'est rendu coupable d'un grand impair. Une attitude qui, selon le journal, en dit long sur l'état délétère des relations entre les partis membres de la coalition politique qui dirige la RDC depuis 18 mois. Il y a comme de l'eau dans le gaz du pouvoir congolais, note l'Observateur Palga. Et le Djelipoé, comme depuis Conakry, lui estime que Félix Tshisekedi, qui veut réellement faire valoir son autorité, se heurte au camp Kabila qui demeure le véritable détenteur du pouvoir. Un peu plus d'un an après l'élection surprise du président actuel à la tête du pays, la très curieuse alliance qu'il a scellée avec le Front commun pour le Congo de son prédécesseur bat de l'aile. Et pour le média guinéen, ce qui pourrait être le début d'une brouille que l'on savait inévitable entre un chef de l'État qui mise sur le temps pour reprendre le dessus et un ancien président dont le départ du pouvoir n'en est vraiment pas un. Ce qui n'étonne pas également aussi le pays au Burkina. En effet, selon le journal, la brouille entre le Front commun pour le Congo, le FCC et le Cap pour le changement, le CACH, n'est pas étonnante. Tôt ou tard, cela devrait arriver. En effet, poursuit le quotidien burkinabé, le mariage entre Kabila et Tshisekedi n'a jamais été une union d'amour. C'est un mariage qui n'a été dicté que par les intérêts. Kabila, pour garantir l'impunité à sa personne et à ses partisans, n'avait pas hésité à manipuler les résultats des législatives et de la présidentielle. Pour faire avaler la pilule, il avait concédé la présidentielle à l'actuel président au détriment de Martin Fayoulou. En contrepartie, Tshisekedi avait promis à son bienfaiteur de ne jamais fouiner dans le passé. Mais depuis lors, les seins des ménages ne font que se succéder. Dans tout ça, c'est le camp Kabila qui sent mieux tirer les marrons du feu, constate Africa Arabia paraissant depuis Paris. L'interpellation inédite du ministre de la Justice et sa rapide libération montrent que, dans le rapport de force permanent entre le président Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est bien l'ancien président qui a de nouveau remporté la bataille, affirme le site spécialisé sur la RDC. À chaque bras de fer avec le FCC, le président et son parti, l'UDPS, sont le plus souvent obligés de battre aux retraites. Et à la question de savoir qui détient réellement le pouvoir en RDC, la réponse devient de plus en plus claire avec ce nouvel épisode pointe Africa Arabia. Revenant sur le dessus de cet épisode justement, le média congolais Politico CD avant des dessous d'une bataille politico-judiciaire gagnée par le Front commun pour le Congo. À ce jeu, c'est la coalition de Joseph Kabila qui l'emporte, renchérit le journal, qui s'indigne au passage du fait que le vice-premier ministre aussitôt arrêté soit aussitôt libéré. Alors, l'indépendance de la justice congolaise attendra, s'exclame-t-il en conclusion. Et du sport, pour clore cette édition, le Nigérien Victor Osimhen remporte l'édition 2020 du prix Marc Vivien organisé par RFI et France 24. Au classement, il dévance l'Algérien Islam Slimani et le Marocain Younous Abdelhamid. À 21 ans, l'attaquant nigérien qui succède à l'Ivoirien Nicolas Pepe devient le plus jeune vainqueur de ce palmarès qui consacre le meilleur joueur africain au championnat de France en Ligue 1. Et c'est ce qui met fin à cette édition de LC à 20h. Merci de nous avoir suivis. Mais avant, ayez toujours à l'esprit que la persévérance est un talisman pour la vie. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.